Mes amis, on est prêt. On est prêt pour la télé-reviews de Monday Night Raw. Oh oui, oh oui. Les protéines ont été bues. Alors mes amis, ça aussi, bel esprit, ça j'en ai pas encore parlé. Mais la barbe a été lissée. C'est un de mes nouveaux hobbies. Ça je le fais tous les jours. J'ai acheté un fer à lisser pour la barbe, chose que j'avais jamais jusqu'à présent. J'adore, je kiffe. Franchement, c'est bel esprit, ça la laisse soyeuse, d'ailleurs, ça prend soin des poils aussi parce qu'il y a genre une lumière bleue qui permet de reconstruire la fibre capillaire de la pilosité faciale. Oh oui, oh oui. Et bel esprit. Oh oui, je kiffe. Franchement, tous les jours, c'est mon passe-temps favori en ce moment. À part la muscu, bien sûr. Muscu dont on sort. Grosse séance pec dos d'ailleurs où il a fallu que je fasse très attention au triceps parce que donc ce week-end, gros week-end catch, vous avez été nombreux de la chaîne, public de la chaîne. Pardon, on commence. Oh oui, bel esprit, la hashtag télé-reviews avec un bon petit raw pour Monday Night Raw. Oh oui. Bref, vous avez été nombreux de la chaîne à venir voir notamment le show Rix ce week-end. Oh oui, bel esprit représente. Ça a été super de mettre un visage sur la plupart des commentaires que je lis ou des interactions que j'ai avec vous. Oh oui, bel esprit. Et donc, ouais, ça a été chaud parce que 2 shows, quasiment pas de sommeil. Il y a eu Rix samedi soir, HCP dimanche en fin d'après-midi à 18h, un bon match en équipe, oh oui. Et ouais, et donc c'était quand? C'était jeudi, je crois. Une petite pointe dans le triceps gauche, oulala, micro, alors je pense, ouais, micro déchirure peut-être, contraction, je sais pas, mais c'était assez douloureux, il a fallu faire gaffe, ça a tiré tout le week-end. Et les énergies, reconnaissance envers l'univers, ça c'est pas aggravé, mais par contre j'en ai pas parlé, mais je vous le dis, je m'échauffais comme un ouf, échauffé comme un ouf, le triceps, la crème chauffante, oh oui, vous le savez de toute façon. Pas trop dans les vlogs récemment, mais j'ai fait déjà des vidéos dans le passé, notamment je m'en souviens, c'est une vidéo, elle est toujours sur la chaîne, où j'allais faire un stage et un show de catch à Béziers à l'ABC, et j'avais une contracture à la cuisse, et le titre de la vidéo c'est comment catcher blessé. Et vous voyez, il y a tout le, entre guillemets, le rituel qu'il y a à faire, rituel homemade, le rituel que j'ai appris à faire et à gérer tout seul dans ma carrière avec maintenant presque 20 ans d'expérience pour pouvoir catcher blessé. Ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais ça vous apprend à repousser les limites du corps humain. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'apprend. J'apprends à gérer mon corps, j'apprends à gérer aussi bien ses limites que la douleur, que le seuil entre la petite blessure et la grosse blessure qui va forcer à s'arrêter. Et mes amis, c'est magnifique. Quand vous pouvez construire cette connexion à la fois spirituelle et physique avec votre corps, oh oui, bel esprit, c'est que franchement, vous êtes liés aux énergies. Ah ouh. Donc, WWE Raw du 18 novembre 2024 en direct de Grand Rapids dans le Michigan. Donc, on savait que pour ce Monday Night Raw, on allait avoir Seth Rollins contre Bronson Reed. Et alors ça, on savait pas officiellement, mais officieusement, on savait dans tous les cas que la Bloodline allait intervenir. Donc, on annonce ce match, ok si vous voulez, mais bon, faire genre, oui, ça va être un match 1 contre 1, alors que tout le monde sait que ça va faire tout simplement avancer la storyline Bloodline contre Bloodline. C'était ouais, ça annonçait un Raw sans beaucoup de surprises. Et est-ce que c'est ce qu'on a eu? C'est ce que nous allons voir dans cette hashtag télé-reviews. On va aussi avoir d'ailleurs Braun Breaker contre Sheamus. Alors là je dis oui, parce que ça va être 2 Golgoth qui vont se rentrer dans la gueule. Et c'est bel esprit. Ah oh. Donc on commence avec direct une in-ring promo de Liv Morgan. Alors, par rapport à cette promo, avant ils nous foutent un vidéo package qui résume de façon très compliquée toutes les storylines qu'il y a eu entre les diverses divas des différentes brands ces dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on sent un booking forcé qui nous emmène vers Survivor Series et un War Games. Liv Morgan commence au micro, très rapidement Nia Jax arrive avec Tiffany et Candice, et alors 2 petits commentaires. Déjà primo, j'ai l'impression que alors c'est pas mal, le fait d'avoir rajouté Candice LeRae à cette dynamique entre Nia et Tiffany, ça va un peu donner de substance à la storyline entre Tiffany et Nia. Le très prévisible cash-in de Tiffany contre Nia. Et en fait, tout simplement, ça va un peu l'étaler dans le temps. Parce que là, on commençait vraiment à tourner en rond. Entre Nia Jax et Tiffany Stratton, on commençait vraiment, je vous le redis, à tourner en rond. C'était chaque fois le même genre de booking. Chaque fois, je viens aider Nia, mais j'hésite à encaisser ma mallette. Mais non, mais en fait, ça va continuer. Donc là, avec maintenant Candice LeRae au milieu, oh oui, bel esprit, vous avez Nia, Tiffany, et au milieu, vous avez LeRae. Je vous laisse
imagez cela dans votre tête, même si je l'ai fait avec mes mains. Oh oui, oh oui. Et d'ailleurs, en parlant d'imager, est-ce que je vais garder ça pour un réel TikTok? Alors, j'ai fait mes 2 premiers posts TikTok. Alors, pour l'instant, je vous annonce direct, c'est des clips ça sera des clips sélectionnés de ces reviews, et d'ailleurs ça marche assez bien, donc bel esprit. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok. J'ai mon projet pour TikTok, exclusif TikTok, en tout cas que je vais lancer sur TikTok, il est toujours d'actualité. C'est juste que, mes amis, il va falloir que je prévois 1 ou 2 journées uniquement pour tourner ça dans un ring de catch. Et mes amis, j'ai fait quelques tests, ça rend de ouf. Si vous avez aimé TLRPOV, croyez-moi, vous allez aimer le reste. Oh oui, oh oui. Je sais pas si je vais garder TLRPOV ou First Person Wrestling ou POV Wrestling, je sais pas, mais en tout cas sur TikTok, vous allez kiffer les amis. Oh oui, oh oui. Et bref, tout ça pour dire, est-ce que je vais garder ce réel TikTok où j'imagine la dynamique storyline Nia Jax, Tiffany, Candice LeRae au milieu, je sais pas, on verra mes amis, c'est la surprise du chef. Et donc, avoir mis Candice LeRae au milieu, bah en fait, voilà, je vous le dis, ça va étaler dans le temps cette storyline, et franchement, je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce que ça va permettre de, je pense très sincèrement, continuer à faire ce truc jusqu'à WrestleMania, où là on aura Tiffany contre Nia, ou Tiffany qui encaisse contre Nia à WrestleMania, et le sacre de Tiffany Stratton et son superbe talent à WrestleMania. Oh oui, oh oui. Deuxième petit commentaire. Alors là, en fait, ouais, c'est plutôt un commentaire problématique, on va dire. Nia Jax a perdu contre Liv Morgan à Crown Jewel il y a quoi? Il y a quelques semaines, 1 ou 2 semaines, si je me souviens bien. Et là, maintenant, elles sont dans le ring et elles sont genre, pas super potes, mais presque, genre comme si de rien n'était. Je vous le redis, ça sent le booking vraiment forcé, last minute, pour nous amener un Wargames à Survivor Series. Alors c'est cool, ok, d'accord, on respecte la tradition, on respecte la gimmick de Survivor Series, qui est de faire des matchs 5 contre 5, ou des matchs en tout cas en équipe, et encore plus avec les cages de Wargames, autant les utiliser, et autant utiliser les 2 rings qui sont apparemment côte à côte. Mais d'un autre côté, mes amis, c'est bof hein, comme storyline. Vous savez, des fois on critique la AEW pour genre oui, les storylines sont moyennes et elles sont prévisibles ou quoi. Là par contre, il y a très peu ce match, je pense, personne enfin tout le monde s'en fout tout simplement, personne care about it, tout le monde s'en fout. Franchement, c'est ok, cool, on va avoir plein de divas dans le ring, cool, elles vont avoir un paycheck, elles vont être payées, d'accord, mais il n'y a aucun enjeu, il y a aucun semblant d'enjeu. D'ailleurs, alors, il y aurait un mini enjeu de voir Rhea Ripley revenir, d'accord. Ce qu'elle fait d'ailleurs à la fin de ce segment, elle arrive et elle s'annonce donc comme la 5e babyface de l'équipe des babyface. Mais, alors, ce qui me gave, et ce qui gave beaucoup de gens aussi, c'est qu'elle est toujours bookée comme Superwoman. Enfin, j'allais dire à la base Superman, mais en fait, non, Superwoman. La meuf, elle arrive, bon, elle dit son truc Wargame, boum, coup de boule, et elle défonce tout le monde. Pareil, ça pour un babyface, au bout d'un moment, c'est un booking qui va non seulement tourner en rond, et qui va limite, je pense, se retourner contre Rhea. Parce que c'est toujours pareil, j'en parlais dans mes tout débuts, des toutes premières TL Reviews, quand vous bookez quelqu'un super strong, quand vous le bookez et qu'il gagne tous ses matchs, le jour où il perd un match, bah, son booking est mort et il devient pas une MERDE, mais il faut repartir à zéro, il faut trouver une nouvelle vibe à son perso. Un babyface est fait pour galérer. Il est fait pour galérer, la preuve, Cody Rhodes, il a mis 2 ans à devenir champion contre Roman Reigns, et quand il a été champion, ça a été une explosion de joie. Là, c'est l'inverse, Rhea Ripley domine tout le monde. Alors oui, elle a perdu son titre contre Liv Morgan, mais Liv Morgan est bookée vraiment de façon pourrie en tant que champion, ça faut pas se voiler la face. De toute façon, vous le savez tous, et même vous dans les commentaires, vous le faites remarquer. Donc au final, bof. Ce segment, ouh là là, j'ai marqué, avec ce segment, ce Raw s'annonce quand même bof. Boum, on casse tout le monde, tout comme j'ai cassé mes adversaires ce week-end. Même si la victoire n'a pas toujours été au rendez-vous. Ensuite, mes amis, on a un Mixed Tag Team Contest, un Mixed Tag Team Match entre Ray Jr., le roi du mystère Junior. Je sais même plus si j'utilise d'ailleurs Junior, toujours dans son nom. Zelina Vega, contre Chad Gable et Ivy Nile. Alors franchement, tout de suite, en tout cas pour les interactions entre Chad Gable et Ray Jr., ce match s'annonce top. Pourquoi? Parce que franchement, tout de suite, moi quand je vois Ray et Chad Gable dans le ring, je pense automatiquement à ce match divin entre Kurt Angle et Rey Mysterio Jr. qui était à SummerSlam, mais si je dis pas de bêtises, SummerSlam 2003, et c'est ce que je vais vérifier en direct. Ah non, pardon, grosse bêtise. SummerSlam 2002. Ça, mes amis, ce match, alors vous pouvez aller vérifier avec des gens que j'entraîne ou même des gens avec qui je donne souvent des feedbacks, notamment Mila Smith. Yo, ce match-là, Kurt Angle contre Ray Jr. à SummerSlam 2002, c'est probablement un des meilleurs matchs que j'ai jamais vu de ma vie, pour ne serait-ce que tout. Le timing, l'explosivité, l'intensité, la construction du match. Yo. Alors, c'est peut-être pas un match avec une énorme storyline, mais en attendant, pour l'œil
de l'étudiant. L'œil, même j'allais dire, du maître qui veut enseigner à l'étudiant et même le maître qui veut continuer à apprendre. Ce match, c'est un cas d'école. C'est magnifique. Je vous le dis, c'est un des plus gros matchs que j'ai vu de ma carrière. En tout cas à la télé. Deuxième Raw pour Monday Night Raw. Oh oui, oui, c'est les protéines. Protéines, d'ailleurs, j'ai pas le pot, je voulais le prendre. Iso Shark Nutrition, oh oui, oh oui. Enfin, Iron Shark Nutrition, Iso Shark. Whey, oh oui, oh oui. Après l'entraînement, code Bel Esprit 10 pour 10% de réduction, oh oui, oh oui. Et donc, ouais, non, franchement, quand j'ai vu Chad et Ray, je me dis, yo, on va avoir de grosses interactions entre les deux. Et en dédicace, encore une fois, à Angle contre Ray. Kurt Angle contre Ray à SummerSlam 2002, pas 2003. Et est-ce que c'est ce qu'on a eu? Oh oui, oh oui, c'est ce qu'on a eu. Eau solarisée, toujours pour la santé et les hautes vibrations. Donc, avant de parler du match en lui-même, Chad Gable, c'est la définition parfaite du professionnel. Son physique s'améliore d'année en année. Et franchement, je pense qu'on peut le voir, mais moi encore plus avec l'œil de mec qui fait toujours de la muscu à 40 ans. Le gars, c'est un truc de ouf. Le gars, il prend du volume, il est toujours sec, il est toujours au top de sa forme. Athlétiquement, c'est un monstre. Quand même, ancien lutteur olympique. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est un truc de fou. Les gens, enfin, j'espère que vous imaginez, vous avez conscience du niveau technique et physique qu'il faut avoir pour être un Olympien, comme on dit. Oh oui, oh oui. Énorme. Énorme, respect total, Chad Gable. D'ailleurs aussi, alors, par rapport à ça, toujours analysant la vibe des participants dans le match, Zelina. Alors, Zelina, elle, on sent qu'elle est passionnée. Par contre, à faire son truc d'Eddie Guerrero, là, quand elle prend la souplesse, ça fait un peu trop fan, ça fait un peu trop marque, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle a aucun rapport, de près ou de loin, avec Eddie Guerrero. Et autant à la limite, d'ailleurs plus tard dans le show, on a vu Dominique Mysterio qui fait justement une dédicace à Eddie Guerrero, mais lui, il a été impliqué littéralement physiquement, émotionnellement, et dès son plus jeune âge dans une storyline avec Eddie Guerrero, et dans les storylines, techniquement, il est censé être le fils d'Eddie Guerrero. Donc, oui, là, ça a du sens, mais Zelina Vega, juste parce qu'elle est aussi latina, et elle est même pas mexicaine, parce que là, Eddie était d'origine mexicaine. Elle est, ce que je dis pas de bêtises, c'est Porto Rico, je crois, portoricaine, il me semble. Hein. Non, c'est pas cubaine, c'est portoricaine. Bon, enfin bref, en tout cas, elle est pas mexicaine. De faire sa dédicace à Eddie Guerrero juste parce que t'es dans la LWO, ça fait vraiment trop fan. Et le problème, c'est ça se ressent. Alors, ça se ressent peut-être pas aux yeux du fan, mais aux yeux, j'allais dire, d'un professionnel. C'est genre, yo meuf, fais pas ça. Fais pas ça parce qu'en fait, tout ce que tu dis, c'est je suis une fan et je suis une fan qui est dans un ring. Ça, c'est ce qu'on nous disait souvent. Alors, déjà, on m'a dit dès le début dans ma formation, aussi bien que ce soit Lance ou d'autres coachs que j'ai eu, mais encore plus au Performance Center, c'est faites pas ce genre de truc. Faites pas ce genre de truc s'il n'y a pas une justification derrière. Donc, après, ça retire rien à son talent. Mais ça, on sent en fait qu'elle bon, oui, elle est passionnée, mais il y a une fine line entre être passionné et devenir comme on dit le terme technique, un mark dans le ring. Et voilà. Et donc, on a eu un très bon match par contre, un très bon match d'ailleurs aussi qui a bien protégé Ivy Nile, parce qu'on l'a pas vraiment vu en action. Ray Junior, franchement mes amis, je pense de plus en plus, j'y réfléchis, mais je pense de plus en plus que si un jour on me demande quel est mon top 3 des catcheurs de all time, les meilleurs de tous les temps, Ray Junior sera dedans. Rey Mysterio Junior, j'hallucine de voir à quel point, à son âge, avec toutes les blessures qu'il a eu, le mec, je crois qu'il a eu entre 5 et 10 opérations sur chaque genou, si je dis pas de bêtises. Quand je vois tout ce qu'il a vécu dans sa carrière, tout ce qu'il a fait, il arrive encore à avoir des matchs excellents, disons-le, excellents, et surtout dans son style de catch, à faire tout, à une façon de bouger, à faire des prises qui le différencie de tous les autres du roster. Ne serait-ce que... Bon, après, je vous redis ça, alors c'est super technique, mais autant en parler dans la chaîne, parce qu'en plus, vous m'avez tous dit, la plupart, c'est super d'avoir ta vibe, de partager ton savoir et tes connaissances comme tu le fais sur ta chaîne. Donc voilà, je vais vous donner un exemple. Ray Junior, donc à la fin du match, il revient sur Chad Gable, au lieu de faire ce que tout le monde fait, genre des chutes à la honk, des chutes à la con. Le mec, il te fait des magistrales, il te fait des ciseaux têtes, il fait des springboard moonsault arrière, et yo. Alors, ok, c'est un athlète de ouf, ok, le mec fait 60 kilos, d'accord, ça aide bien sûr, mais en attendant, plutôt que d'aller à la solution de facilité, le mec, il est constamment créatif, oui, parce qu'aussi, il a 96, il a commencé, années 90, donc il a 30 ans de carrière, 10 ans plus que moi, mais... Voilà, on sent que le mec, alors non seulement, encore une fois, c'est un vrai professionnel, il y a toujours un peu de passion là-dedans, mais surtout, il arrive à se démarquer de tous les autres, et là, je dis respect, et je pense donc, je vous le dis, Rey Mysterio Jr., on peut déjà le mettre dedans, mais j'allais dire, quand il va prendre sa carrière, ça sera dans le top 3 des meilleurs catcheurs de tous les temps. Bar none,
pas de discussion possible. Et il faudrait voir les deux autres, ça serait qui? Et je parle, bon, bien évidemment, non, même pas, j'allais dire, je parle d'un point de vue purement tactique, mais non, parce qu'en fait, Rey Mysterio, c'est connu, c'est un des plus grands merch sellers de la WWE, donc autant lui donner ce qui est dû, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, un meilleur catcheur, un des meilleurs, enfin, pour être un excellent catcheur, il faut rapporter de la thune. Ben, Rey Mysterio, croyez-moi, il rapporte de la thune. Oh oui, oh oui. Et donc, on a eu vraiment, franchement, un super match. Et d'après le match, alors, qui est gagné d'ailleurs par les Babyface, et après le match, American Made commence à cogner. Non, je sais pas, ils se mettent des claques. Alors, je pense que dans ce genre de situation, ils veulent donner une edge un peu plus hardcore, un peu plus intense à American Made. Pourquoi? Parce que là, c'est vrai que ça, pareil, ça commence à tourner en rond. Ils ont jobé, ils ont fait les serpillères pour tout le monde. Ils ont toujours, n'oublions pas, ils sont toujours dans le gang des serpillères. Le gang des serpillères est très important à la WWE parce que pour en sortir, c'est dur. Et là, peut-être que le fait de se mettre des claques et de alors pas commencer à se disputer, mais à commencer à montrer une edge un peu plus intense et un peu plus violente, c'est ce qui va permettre doucement mais sûrement à American Made de sortir du gang des serpillères. J'allais dire des serpillères humides et puantes. Ensuite, alors là, on a un segment backstage où Gunther, déjà, il y a une petite discussion avec Ludwig Kaiser et après, il tente surtout, il tente d'attaquer Damien Prêtre et il se fait allonger. Il se fait coucher avec une barre en métal. Et ça, c'est nouveau. Enfin, on l'a vu déjà la semaine dernière où Gunther commençait à avoir le doute en lui et là, maintenant, Gunther, il est carrément mis au sol. Alors, la dynamique change. Et on sent qu'ils vont vraiment pusher Damien Prêtre très fort pour en faire une menace crédible pour Gunther, ce qui n'était pas vraiment le cas lors de leur premier affrontement. Ok, bel esprit. Voyons où ça nous mène. Parce que, je l'avais déjà dit, mais au moins Damien Prêtre, lui, il a tout. Il a tout physiquement, dans l'intensité, dans la gueule, dans la façon de parler, dans le catch, pour être une menace crédible face à Gunther. Il lui manquait le booking, et maintenant il a. Donc, franchement, ça va être un bon petit match, je pense, surtout une bonne construction. Est-ce que Gunther va perdre le titre? C'est ce que nous verrons, je pense, très certainement. Je ne sais pas s'ils ont annoncé le match encore. Mais ce qu'on verra très certainement à Survivor Series. En parlant de match de championnat, on a par la suite un match que bien évidemment tout le monde voulait voir, un match pour le titre intercontinental entre Sheamus et Braun Breaker. Petite pensée personnelle, maintenant quand je regarde Braun Breaker, je me pose donc sincèrement la question, est-ce que sa carrière ou alors le regard des fans serait différent s'il s'appelait Rex Steiner? Moi, franchement, j'étais un gros fan des Steiner Brothers. Donc, j'aimerais vraiment voir Braun Breaker reprendre son nom down the line, Rex Steiner. D'un autre côté, c'est vrai que le nom Steiner est tellement fort et tellement empreint d'histoire que s'il reprend ce nom Rex Steiner, d'une façon ou d'une autre, inconsciemment, on va voir ses oncles et son oncle et son père, Rick et Scott. Et là, maintenant, vu que je pense comme ça, et je pense que vous aussi, je comprends pourquoi ils lui ont laissé un nom différent et ils lui laissent Braun Breaker pour l'instant. Parce que quand on voit Braun Breaker, ok, on sait que c'est le fils de Rick Steiner, on sait que c'est le neveu de Scott Steiner, d'accord, parce que de toute façon c'est écrit sur lui, c'est écrit dans sa façon de parler, de se comporter, de bouger, oui d'accord, mais d'un autre côté, au moins juste avec ce nom-là, on a tendance quand même à oublier, à laisser de côté que c'est un Steiner. Et alors qu'à l'inverse, s'il s'appelait Rex Steiner, ce que émotionnellement j'aimerais beaucoup, d'un autre côté, la raison me dit, ouais, mais si tu l'appelles Rex Steiner, on va l'associer aux Steiner Brothers, et c'est vrai que sa propre legacy personnelle va être peut-être mise de côté. Donc, très bon choix. Très bon choix, je pense, d'avoir fait ça pour l'instant. Mais je pense que down the line, ça serait cool de leur faire une promo en disant, bon allez, tout le monde sait qu'en fait mon vrai nom c'est Steiner, donc dorénavant je vais être connu sous le nom de Rex Steiner. Oh oui, oh oui. Et donc dans ce match entre Sheamus, Shimu et Braun Breaker, Bruno Breezer, nous avons, je vous l'ai dit au début de show, de montagnes, de tas de viande, de bonhommes qui vont se rentrer dans la gueule. Oh oui, oh oui. D'ailleurs, en parlant de bonhommes et en parlant de se rentrer dans la gueule, Sheamus, le physique, c'est bon, il l'a récupéré. Et d'ailleurs, ça me fait délirer parce que, vous savez, on en avait parlé sur la review, une des reviews AEW, où il y avait Adam Cole qui était revenu. Les angles de caméra, c'est très important à la télé. Et là, bon, d'ailleurs, bon, moi, je m'adapte parce que je filme en paysage, mais regarde la télé, c'est pareil. Vous voyez, je coupe au niveau des pecs. Bon, après, je pourrais être plus haut, mais bon, le problème, c'est qu'après, vous ne verriez plus ma tête. Mais tout ça pour dire, quand des mecs sont in shape, ils vont avoir tendance à montrer tout le corps. Quand des mecs sont un peu grassouillés ou qu'ils n'ont pas trop, mais ils n'ont pas trop de physique, ils vont couper vraiment au niveau du visage et au haut des épaules, au haut des pecs. Et là, en fait, Sheamus, j'ai vu dès le début du match, il montre un plan où on voit tout son physique. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré les abdos, il a les hanches bien fines, il a des bras et des pecs. Oh oui, le mec, respect total. Parce que, je vous le redis, ça c'est... bon, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez dans mes stories, mais je partage souvent des stories où
ça parle du fait que quand vous êtes healthy et que vous avez un physique, surtout avec l'âge, ça, vous savez, l'argent ne peut pas l'acheter. Hein. L'argent ne peut pas acheter un physique. Et je parle d'un vrai physique. Oui, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, remarque pour les mecs, c'est naze. Enfin, je vois pas. Je connais pas de gars qui se font mettre des implants de silicone ou des petites boules de je sais pas quoi, de plastique pour faire des gros muscles. Non. Quand vous commencez à passer la trentaine, 30-35, et que vous avez un physique, là, il n'y a pas de secret. C'est discipline, travail, motivation et régularité dans tout ça. Régularité dans la discipline, dans la motivation et dans le travail. Pourquoi? Parce que je vous le redis, l'argent ne peut pas vous acheter un physique arrivé à un certain âge. Oui, quand vous êtes jeune, alors ça me faisait délirer aussi. D'ailleurs, parce qu'en plus on en a parlé. Quand Liv Morgan est arrivée au Performance Center, alors elle était très attirante pour pas dire d'autres mots, mais il y en a beaucoup qui la voyaient manger n'importe comment. La meuf sur sur la route, sur les live events, elle était toujours soit avec du fast food, soit avec des bonbons, mais elle gardait une shape de fou. Et en fait, toutes les autres divas et même les mecs lui disaient ouais, mais c'est normal, la meuf elle a 20 ans. À 20 ans, t'as un métabolisme, tu peux manger ce que tu veux, entre guillemets, pour certains, pour la plupart, tu peux manger ce que tu veux, tu resteras in shape. Donc, tout ça pour dire, quand on est jeune, c'est plus facile d'être en bonne forme physique. Il y a plein de raisons différentes, mais je vous dis qu'avec de l'âge, et ça dédicace à tous ceux qui font du sport ou qui veulent se tailler un physique, croyez-moi, c'est possible, mais quand vous commencez à avoir un certain âge, le fait d'être en forme physique, alors que ce soit aussi bien un mec qu'une meuf, c'est bel esprit parce que ça montre que vous investissez du temps dans votre santé, dans votre vie, dans votre amour propre également, parce que je peux vous dire un truc les amis, hein, quand je vais à la muscu à 6h du mat', le feeling de sortir de la salle, de voir les congestions musculaires, de se sentir bien, d'avoir les énergies qui circulent et surtout de ne pas s'être fait mal au triceps. Oh oui, très important, merci. Yo, c'est top. Et ça vous lance pour la journée. Oh oui, motivé. Et comme c'est le cas actuellement, 8h20, review de Monday Night Raw. Et en parlant de review de Monday Night Raw, reprenons ce gros aparté que j'ai fait par rapport à Sheamus et Bruno Breezer. Donc, respect à la shape de Sheamus. Alors, respect encore plus à celle de Bruno Breezer. Mais Bruno Breezer, je crois, il a 26 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il a la moitié de la vingtaine. Non, top. Vérifions tout ça tout de suite en direct, mes amis. Alors, Braun Breaker, moi, il me semble que j'avais vu qu'il avait dans les 26 ans. Braun Breaker, quel âge Bronson Rex Steiner. Ah ouais, c'est Bronson Rex Steiner, c'est pas Rex. Ah oui. Bronson Braun Steiner. Ouais, remarque. Ouais, non, c'était le nom de ring qui s'appelait Rex Steiner. Donc, il a quel âge? Ouais, 27 ans. Ouais, bon, à 27 ans, voilà, gros physique quand même. Oui. Et donc, avec Sheamus, ils ont eu un bon match. Où ils se sont bien défoncés et donnés à fond. D'ailleurs, ce qui m'a fait délirer, alors là, j'ai déliré. J'ai fait une grosse pop tout seul devant l'ordi à 5h du mat quand je m'interroge sur Watch Wrestling. Yo, l'univers, il est connecté, mes amis. Parce que Braun Breaker utilise la prise appelée le Kitchen Sink dans ce match. Alors, qu'est-ce que le Kitchen Sink? Mes amis, je vous laisse aller regarder la TLRAM d'hier. Pourquoi? Parce que dans la TLRAM d'hier, que j'ai re-regardé parce que je l'avais tourné, je pense, il y a 2 ou 3 mois, oui, un excellent match, mais un finish plat, pour pas dire naze, parce qu'en fait le finish est pas naze. Dans les commentaires, bel esprit, vous m'avez tous dit non, le finish est pas naze, il est juste, il sort de nulle part et il est plat, mais bon, c'est un excellent match. Et dans ce match, justement, donc, il y a mon adversaire Magico qui me fait le Kitchen Sink. Alors je vous laisse aller voir cette TLRAM pour voir ce qu'est cette prise, et en fait, prise qu'on voit très rarement dans le catch télévisé, et là on l'a vu dans ce match. Et là je me suis dit, oh oui, bel esprit, l'univers est connecté, ou en tout cas la WWE est connectée à la chaîne YouTube Tom Larufa. Bien évidemment, je plaisante, mais non, franchement, c'était énorme, parce que quand j'ai vu ça, j'ai popé tout seul, je fais, ouais, c'est encore une fois, les timelines se rejoignent. Oh oui. Alors, en parlant de se rejoindre, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'on a eu, la semaine dernière, pareil, on a parlé beaucoup de plongeons et des dangers des plongeons dans le catch. Braun Breaker, à un moment, il est sur la 3e corde, et il saute à l'extérieur du ring sur Sheamus, et là j'ai pas compris ce qu'il a tenté de faire. Est-ce qu'il a tenté de faire une swanton? Est-ce qu'il a tenté de faire un headbutt? Je sais pas, mais il a littéralement failli se tuer. Ouh, ça a fait peur. Il a failli se planter, la tête la première, en sautant de la 3e corde à l'extérieur du ring. Alors après il a rentré la tête, il a roulé, il s'est relevé, il a souri. Bel esprit, frérot, d'accord. Mais ne fais pas peur aux gens comme ça, s'il te plaît. Enfin, c'est surtout pour toi et pour tout le monde. On n'a pas envie de voir, un accident arriver comme ça. Et franchement, j'ai pas compris ce qu'il a tenté de faire. Est-ce que Sheamus était mal placé? Est-ce que c'est lui qui a pas assez bien fait la rotation? Ou est-ce que c'était prévu de A jusqu'à Z? Je sais pas, mes amis. Mais en attendant, ça a failli faire très mal et ça a fait très peur. Donc, très intéressant aussi de voir que dans ce match, Sheamus était booké en babyface. Ça m'a fait légèrement réfléchir et je me dis donc dans la vibe techniquement Braun Breaker est toujours supposé être un heel. Excellent match, vraie guerre entre les deux bonhommes. Alors ça aussi c'est excellent.
on voit que Sheamus, c'est un vétéran. On voit que le mec, il a des années d'expérience, notamment sur les indies, parce qu'à un moment, vers la fin du match, quand il commence à faire son retour dans le match, le mec, il se relève, il se met à secouer les cordes en mode Ultimate Warrior. Mais ça, on sent qu'en fait, c'est la marque d'un vétéran qui sait et qui sent la foule. Il sait lire et il sent la foule. Et là, il a senti que la foule était là, il a commencé à les ramener derrière lui, la première corde, la deuxième corde, la troisième corde, et ça, je vous le dis, en fait, je l'ai vécu en direct, déjà, je le vis en direct quasiment tous les week-ends, mais là, quand j'ai vu Sheamus à l'écran le faire, je fais, ok, c'est bon, je capte le truc. Il a commencé à sentir qu'il fallait rallier la foule derrière lui. En fait, c'est un de ces trucs où, bon, ça, pour l'instant, on le sent pas trop dans le TLRPOV, mais vous savez, quand vous êtes dans le ring et que vous commencez à sentir un petit tremblement dans la foule, où ils commencent à venir, et que vous avez l'expérience et que vous avez le temps et surtout la capacité à vous relaxer et prendre votre temps dans le ring, comme un vétéran, contrairement à des jeunes qui vont trop vite. Là, vous commencez à sentir la foule, je suis ok, d'accord, on va les laisser venir, et là, il faut faire un truc petit crescendo pour les faire venir de plus en plus. Et là, quand j'ai vu Sheamus commencer à faire ce truc avec les cordes trembler, et la foule, ils ont commencé à popper, et tout le monde se levait presque, oh oui, marque d'un vétéran, respect total. Et alors, bel esprit pour un truc, je disais que ce Monday Night Raw dans le booking a été très prévisible, oui, sauf là. Là, il y a Ludwig Kaiser qui intervient à la fin du match et ça cause une disqualification. Et bel esprit parce que franchement, je ne l'ai pas vu venir. Et c'est un très bon booking parce que non seulement ça donne de la hit à Kaiser, et surtout ça retire aux fans l'issue d'un match, la conclusion d'un match que tout simplement tout le monde voulait voir. Tout le monde voulait voir qui allait gagner entre Braun Breaker et Sheamus. Et le fait d'avoir un heel comme ça qui vient et qui leur retire ça, non seulement donc ça établit le heel, ça lui donne de la hit, et surtout ça donne une raison pour refaire ce match Sheamus contre Braun Breaker lors d'un PLE, d'un Premium Live Event, et éventuellement pour que les fans payent encore plus pour voir ce match. C'est le but du catch, c'est le but du business, et c'était un très très bon booking. Oh oui. Donc en parlant de bon booking, pareil, là on retourne dans le prévisible, on a un segment backstage où on voit la Bloodline première version, essayer de recruter encore une fois Seth Rollins dans leur lutte contre l'autre Bloodline, la Bloodline version numéro 2. Et là, en fait, le truc, c'est que même en prenant du recul, c'est ça le truc. En fait, dans cette storyline, bon, ok, d'accord, on le savait depuis des années presque, ouais, pas des années, mais des mois, qu'à War Games, on allait avoir un War Games, justement, entre les deux Bloodlines. Ok, ça, tout le monde le savait. Mais maintenant, le problème, c'est que, il n'y a pas de justification à nous vendre ce match comme étant le match qui va décider le futur du business et de la WWE. En fait, c'est ça le truc. Ils essayent de nous faire... Enfin, je sais même pas, ils essayent, mais j'essaye de comprendre, en fait, quel est l'enjeu. En fait, les gagnants, ils vont gagner quoi, en fait, dans l'histoire entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Alors oui, peut-être un des deux va récupérer le Hula Fala, mais c'est pas comme si le Hula Fala vous donnait droit de vie ou de mort sur tout le monde à la WWE. Et donc le truc, c'est qu'ils nous vendent ça comme si Seth, s'il te plaît, viens nous rejoindre parce qu'on a besoin de toi pour les battre. Ok, d'accord, mais en fait Seth, il en a rien à battre au final. C'est vraiment, il a aucune raison personnelle de s'impliquer dans cette storyline, encore plus vis-à-vis du fait qu'il est censé se détester avec Roman Reigns. Donc bref, niveau booking, c'est vraiment, au final, je le sens pas. Alors le match va être sûrement bien, attention, et sûrement il va y avoir The Rock qui revient, donc forcément ça va être émotionnellement super. Mais niveau storytelling, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'était un enjeu du genre les perdants, la Bloodline qui perd n'ont plus le droit d'être ensemble et ils sont disbanded. Ok, d'accord, alors là il y aurait vraiment une raison d'essayer de s'en débattre. Mais d'un autre côté, encore une fois, qu'est-ce que Seth Rollins peut avoir comme raison, à part bien sûr les interventions dans ces matchs contre Bronson Reed, qu'est-ce qu'il peut avoir comme raison de vouloir se débarrasser de Solo Sikoa? À l'inverse, il devrait vouloir se débarrasser de ce Roman Reigns avec qui il a une grosse histoire. Enfin bref. Et oui, parce que voilà, je vous le redis, la Bloodline de Solo Sikoa, c'est pas non plus comme si c'était les troupes de Dark Vador dans l'espace et qui contrôlaient tout d'une main de fer. Non, en fait, eux, pour l'instant, dans leur histoire, ils feudent qu'avec Roman Reigns. Donc bon, ils auraient pu me faire quand même, mes futurs collègues de travail, scripteurs de WWE. Après ça, mes amis, après ce petit segment backstage qui m'a fait parler pendant au moins 3-4 minutes, nous avons un match en équipe entre Carlito et Dominique Mysterio contre les War Riders. Alors, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, c'est super de voir la division par équipe reprendre des couleurs, notamment avec War Riders et Motor City Machine Gun. Bel esprit, des retours de vraies équipes et qu'on push pour... les MCMG, eux, ils sont déjà champions par équipe. On est quasiment sûr que War Riders vont aussi le devenir. Je leur souhaite en tout cas. Donc dans ce match, grosse domination des War Riders au début du match jusqu'à ce que Dominique Mysterio prenne l'avantage en trichant. Donc classique Dominique, oh oui. Et donc comme je disais en parlant de classique tout à l'heure, le mec, lui, il fait des dédicaces à Eddie Guerrero et il triche comme Eddie Guerrero parce que c'est logique, parce qu'il a eu, n'oublions pas mes amis, une storyline à l'époque. C'était quand? C'était, je sais plus en quelle année.
Dominique, il était tout jeune, donc c'était... Ah, et ben, de toute façon, Eddie était encore vivant, donc c'était forcément avant 2005. Et y a des moments comme ça où, vous savez, on se souvient d'où on était lorsque certains événements sont passés. Moi, je me souviens où j'étais quand il y a eu le 11 septembre 2001, et je me souviens où j'étais, de ce que je venais de faire, juste quand ils ont annoncé online la mort d'Eddie Guerrero. Repose en paix, amigo. Enfin, amigo, repose en paix, monsieur, légende du biz, et excellent catcheur. Donc, ouais, c'était en novembre 2005, je m'en souviens très bien. J'avais passé l'après-midi avec ma copine à l'époque. Et je me connecte online, super après-midi, bien sûr. Et là, je me connecte online et là, je vois Eddie Guerrero mort. Waouh, la douche froide, un truc de ouf. Donc, bref, c'était avant 2005 que Rey Mysterio et Eddie Guerrero ont fait ce ladder match, je crois à SummerSlam d'ailleurs, pour la custody, la garde. La garde de Dominique. Et donc, parti de là, donc Dominique, lui, il a eu une histoire avec Eddie Guerrero. Et le truc, petite histoire de gamin, mais c'est pas grave. Nous étions, d'ailleurs, un catcheur est un gamin dans un sens. Hein. C'est un adulte qui a gardé un cœur d'enfant. On s'amusait à vanner Kalisto à l'entraînement au Performance Center là-dessus. Parce qu'en fait, Kalisto, il avait, j'allais dire, dans un sens, il avait la taille de Rey Mysterio, et franchement, il avait pas la même gueule, mais bon, voilà, sans le masque, en fait, grosso modo, il le considérait comme le nouveau Rey Mysterio. Et donc, nous, on disait qu'en fait, pour faire simple, alors comment on disait ça, je sais plus. Is it true that, voilà. Parce que ça, en fait, c'était une phrase que disait souvent Dominique dans la storyline avec Eddie, où il regardait Rey Mysterio, il disait c'est vrai, papa? Is it true, dad? Quand Eddie disait qu'en fait, Rey, c'est pas ton père, c'est moi ton père. Et donc, en fait, on s'amusait à sortir ça à Kalisto. Alors, il y avait qui? Il y avait Buddy Murphy, il y avait Marcus, moi, enfin, que les déconneurs, grosso modo, pour vanner Kalisto, et on lui disait que, grosso modo, c'était lui le vrai Dominique, et c'était lui le vrai fils, enfin, le fils supposé de Rey Mysterio. Bon, voilà, c'était les petits délires qu'on avait quand on passait 4 heures par jour, enfin, peut-être pas 4 heures, ouais, les 3 heures, 3 heures et demie, 5 fois par semaine dans le ring à catcher, à prendre des chutes, alors que la plupart de nous tous saviez catcher sur des shows, et catcher d'ailleurs probablement meilleur que certains mecs sur la route. Je vous avais raconté cette histoire où on avait eu Ricardo Rodriguez, qui était régulier sur la route, le mec était venu faire un entraînement avec nous, avec Joey Mercury, le mec il avait gerbé au bout de 20 minutes. Et le mec il gagnait 10 fois plus que nous. Bon, c'est pas grave, c'était comme ça. Enfin oui, non, c'est grave, c'est très très grave, mais bon, c'est comme ça que le business marche, ou marchait à l'époque. Et donc dans ce match, Dominique qui triche pour prendre l'avantage. Et victoire prévisible, malgré ses triches, des War Riders pour les Bouquets Strong, parce qu'ils vont avoir un match pour le titre de champion par équipe, et direct après ils se font attaquer par le reste du Judgment Day. Et c'est bien parce que la division par équipe chauffe, oh oui, surtout après que d'un côté on avait eu les champions, la Bloodline, et donc les titres servaient à rien sur eux, et de l'autre on avait eu le titre de champion sur... Bah voilà, c'était un Bloodline, et à Raw c'était sur le Judgment Day qui était le gang des serpillères, et le titre était quasiment jamais défendu ou jamais mis en jeu. Donc là c'est bien, ça redonne de la vie, bel esprit. La division par équipe c'est toujours très excitant quand c'est bien fait, et je le dis très bien parce que ce week-end j'ai eu un très bon match par équipe dimanche à la HCP à Pont-Saint-Esprit, juste à côté de Bolène, et franchement j'adore bosser en équipe. J'adore bosser en équipe parce que c'est une dynamique différente, et moi en plus, encore plus quand je bosse avec des jeunes, ça me permet de transmettre la vibe du catch par équipe, parce que sur le catch indépendant c'est très très peu mis en avant. C'est peu de gens, en fait les gens sont tellement habitués à faire des matchs simples qu'en fait ils font des matchs simples dans des matchs en équipe, et c'est de la MERDE. Le catch à 4, le catch en équipe, c'est un catch spécifique. C'est comme on disait, en fait c'est Al Snow qui nous disait ça à Impact. Il nous disait non, c'était Al Snow ou Terry Taylor à NXT. Bref, les deux ils nous disaient le tag team wrestling is a gimmick match. C'est un match gimmick. C'est comme si quand vous faites un match de l'échelle par exemple, vous n'allez pas faire du catch normal. Là c'est pareil, un match du catch à 4, vous ne faites pas du catch normal, vous ne faites pas juste ding ding ding, catchons. Il faut toujours mettre en avant l'équipe et la mentalité catch à 4. Oh oui, et c'est ce qu'ont très bien fait, et ce font très très bien les War Riders. Donc je pense et j'espère très sincèrement qu'ils vont devenir champions. Pourquoi aussi également? Parce que j'ai énormément de respect pour leur barbe, et notamment la barbe de Ivar. Je vous le redis, je me lisse la barbe. Et j'aimerais vraiment, je vais essayer d'avoir une barbe bien longue qui descend au moins jusqu'à la moitié du torse. Et tout ça pour dire, quand je vois la barbe d'Ivar, je vous le dis très sincèrement les amis, parce que je parle en connaissance de cause, encore plus maintenant que je me laisse aussi pousser les cheveux. Yo, la barbe d'Ivar, elle pousse de moi depuis au moins entre 5 et 10 ans. 5 à 10 ans que le mec il se laisse pousser sa barbe, bel esprit, parce que croyez-moi, alors ça c'est pareil. Vous savez, les barbes, alors ça m'avait fait délirer, parce que j'avais vu, c'était quoi? C'était un mème, je crois, sur internet, mais qui est totalement vrai. Il disait, grosso modo, aux femmes, mettez-vous avec un mec barbu. Parce qu'en fait, la patience tout simplement la patience qu'il faut pour avoir une belle barbe,
et ben c'est le genre de patience qu'il faut pour vous supporter. Oh oui, oh oui, mais c'est totalement vrai. Même sans parler de supporter les femmes, j'ai envie de dire, franchement, alors un mec qui a un physique et un mec qui a une barbe, croyez-moi, c'est un mec qui est déterminé et qui a de la patience. Et qui est aussi, alors attentionné. Attentionné, parce que ce soit pour se tailler un physique ou pour prendre soin de sa barbe et avoir voilà, la laisser pousser, bien la tailler, etc. Ça montre que le mec, il est tous les jours concentré sur ses objectifs. Donc oui, oui, prenez, et continuons. Prenez aussi un mec tatoué, parce que la souffrance de certains tatouages, notamment tatouages dans la main, ouh, ça vous montre que le mec, il est capable d'encaisser et de pas craquer. Oh oui, oui, sous la pression et la douleur. Croyez en l'expert. Ah ou bel esprit. Allez, vidéo de Bodalas après ça, et là ça m'a fait, enfin pas délire. Alors délirer oui dans un sens, c'est que physiquement, il ressemblait pas comme De Goudo, mais presque. Alors c'était l'angle de vue, c'était la coupe de cheveux, c'était tout à Bray Wyatt. Et ça, alors c'est toujours tendu de parler de ce genre de choses, parce que quand même Bray Wyatt repose en paix. Vous connaissez mon histoire avec Bray Wyatt pour ceux qui avaient vu la review, où j'en avais pleuré quand j'en ai reparlé. C'était une review de Raw qui date de où là, il y a plusieurs mois maintenant. Nous en sommes à quasiment 4 mois maintenant, hein, que chaque semaine on fait des reviews, oh oui, oh oui, et c'est toujours aussi bon, ah ou, bel esprit. Donc bref, c'est toujours tendu de parler de ça, mais j'allais dire si les ordres, pas les ordres, mais les recommandations vis-à-vis de cette storyline envers Bo Dallas qui est essaye de ressembler de plus en plus à ton frère, ou alors si c'est lui qui le fait de lui-même pour la profondeur du personnage, ou est-ce que c'est même tout simplement les énergies qui font ça? C'est un truc de ouf, mais c'est trop bon. C'est comme dans les films, vous savez, où genre... comment expliquer ça tout en restant très respectueux? Genre quand des films où genre il y a quelqu'un qui meurt, et son esprit revient, et petit à petit, il se réincarne dans la personne en question, ou la personne en question, c'est pas se fait posséder, mais est tellement influencé par ce départ, cet esprit qui est parti, que physiquement, il commence à y avoir une ressemblance entre les deux. C'est un truc de ouf. Et franchement, les amis, je vous dis, j'en ai des frissons en parlant. Si c'est la vibe de la storyline, alors je sais que oui, alors d'accord, ok, Bo Dallas s'est laissé la barbe, pousser, etc. Mais là, dans cette promo, j'ai presque eu l'impression de voir Bray, en fait. Un truc de fou. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez ressenti pareil. Si vous avez eu dans cette vidéo de Bo Dallas, si vous avez vu, qui parle des Wyatt Six, si vous avez presque cru voir Bray. Au début, j'ai presque halluciné, je suis attends, mais c'est Bray? Ah non, c'est Bo. Mais c'est parce que c'était très proche de sa tête, il avait les cheveux sur son visage, une partie des cheveux, la barbe et tout, mais franchement, c'est... Voilà, je vous dis, si c'est voulu, alors peu importe si c'est voulu soit par les scénaristes, soit par Bo, les amis, respect total, et encore une fois, respect total à Bray, qui était une magnifique âme dans un magnifique catcheur. Oh oui, oh oui. Qui avait une barbe, des tatouages, et quand même, alors peut-être pas un physique de bodybuilder, mais un gros physique d'athlète, donc oh oui, ce mec-là était... Oh oui, Gold, mes amis. Gold, et en parlant de Gold, on en arrive au main event. Est-ce qu'on a eu un main event Gold entre Bronson Reed et Seth Rollins, avec bien évidemment 14 minutes de temps alloué pour ce match? Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous faites gaffe maintenant? Parce que je vous le dis, hein, tous les main events de WWE, c'est 14 minutes de la fin de la vidéo sur Watch Wrestling. Donc avec les coupures pub, peut-être 20-25 minutes. Max, gros max. Pendant la pub, bien sûr, le match continue. Oh oui, oh oui. Et donc, est-ce qu'on a eu un main event Gold? Alors, mes amis, comme on l'a dit, on savait que la Bloodline allait intervenir. Et là, ça m'a fait délirer parce qu'en fait, ils sont venus dès le début du match. Ding, 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 les mecs, ils arrivent. La Bloodline de Solo et la Bloodline Jay, des frères Uso et Sami qui arrivent. Alors, dans un sens, ils m'ont surpris parce que moi, bien évidemment, je m'attendais, oui, ça va être à la fin du match. À la fin du match, ils vont intervenir. Et là, non, on se prend pas la tête dès le début. Allez, tout le monde sait qu'il va y avoir une intervention. Autant balancer ça dès le début. Oh oui, oui, bel esprit. J'ai kiffé parce que ça m'a surpris et je me dis, ok, d'accord, là, au moins, ils sont quand même encore capables de me surprendre. Et donc, en plus, c'est bien parce que ça permet de dégager tout le monde et de laisser le champ de terrain libre à Seth et à Bronson Reed pour avoir un bon petit match. Et donc, dans ce match, franchement, ce qui m'a le plus marqué, bon, même si les deux sont excellents catcheurs, hein, Bronson Reed, respect total pour tout ce qu'il fait avec son gabarit, en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans ce match, c'est que Seth Rollins a montré pourquoi ça reste un des meilleurs catcheurs du monde, tout simplement. Avec les storylines qu'il a eues, et avec ses promos, avec le style qu'il a développé, oui, il s'est établi comme un vrai gros main eventer et sûrement un futur Hall of Famer de la WWE, ça oui. Mais faut pas oublier que le mec, c'est un des meilleurs catcheurs du monde. Le mec, il peut lutter quand il le faut, il n'a pas trop fait dans ce match, mais il peut faire de très belles séquences de lutte. Le mec, il peut cogner, là on l'a très bien vu dans ce match, il peut être très physique, et surtout, il peut faire de la voltige de ouf. Le mec, il a fait des springboard moonsault, il a fait des Asai moonsault, enfin lion salt.
le mec, il est capable de tout faire dans le ring. Et ça, je dis respect total, parce qu'en plus, il a un physique, il a une gueule, il sait parler. Ça, c'est un catcheur. Ça, c'est un catcheur, en fait, très tôt dans ma carrière. D'ailleurs, on le voit, je vous le redis dans les TLRM, plus trop en ce moment sur les shows indépendants, parce que voilà, après, ça dépend. Soit j'en ai pas besoin, soit aussi je suis heal, donc j'évite de faire des trucs de voltige. Mais très tôt dans ma carrière, je me disais, il faut que je sois capable de faire de la lutte, du brawl et du high fly. Et ça, c'est la base. Ça, c'est la règle de tout catcheur. Si vous voulez vous lancer dans le catch, il faut être capable de faire ces 3 styles. Comme ça, au moins, vous êtes complet. Et moi, souvent, quand je rencontre des catcheurs ou que je bosse avec des catcheurs à l'étranger, je leur dis, yo, est-ce que tu peux faire quelque chose à la 3e corde? Et si le mec me dit non, si c'est pas un mec qui fait 2 mètres de haut, je dis direct dans ma tête, là, il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde doit être capable de faire au moins un truc de la 3e corde. Tout le monde doit être capable de faire au moins un truc de courir dans les cordes. Hein. Tout le monde doit être capable de faire au moins un truc dans le coin. Il faut, dans chaque position, vous savez, c'est comme quand vous créez un catcheur dans un jeu vidéo, dans chaque position, vous devez avoir, pas une spéciale, mais une prise que vous faites. Et une prise, autant que possible, bien à vous, que personne d'autre fait. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez être très rapidement limité. Les amis, c'est les petits conseils de Tom Laruffa, oh oui, que nous travaillons en détail lors des stages et des entraînements. Est-ce que j'ai des stages et des entraînements qui arrivent prochainement? Je pense pas. Je pense pas. Il y a Legacy qui va être tourné à la TPW en janvier, qui va être énorme. Ça, Legacy, c'est un très gros truc. D'ailleurs, aussi, je vous annonce, allez, officiellement, oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié de le dire, 30 novembre, TPW Premium sera disponible. Oh oui, on fera une vidéo pour ça, je pense, très sincèrement. Parce qu'en plus, maintenant, je commente aussi des fois les matchs en solo pour la TPW, des fois pour la HCP. Oh oui, Tom Laruffa qui met toutes les casquettes, tous les bandanas plutôt. Je devrais avoir un bandana qui dit commentateur, youtubeur, catcheur, analyste, monteur vidéo, oh oui. Je sais, et plein d'autres choses. Arbitre aussi, je l'ai fait récemment, cet été, l'été dernier. Oh oui, bel esprit. Présentateur aussi au micro, j'ai fait. J'ai fait les deux en fait. Sur ce show, c'est un show privé, dans une villa à Saint-Tropez, un truc de ouf. Peut-être j'en parlerai plus en détail un jour. Mais j'ai fait à la fois arbitre et présentateur, parce qu'il n'y avait pas de présentateur. Donc l'arbitre présentait les catcheuses. Oh oui. Et les catcheurs, il y a eu 2 catcheurs nains mexicains qui étaient venus exprès pour ce show. Un truc de taré. Mais c'était bel esprit. D'ailleurs, ce show sera disponible sur TPW Premium. Oh oui. Alors, donc, on en revient au main event, mes amis, avant de prendre la question de la semaine. Donc, dans ce main event, je vous ai dit, Seth a montré que, oh oui, c'est toujours un des meilleurs catcheurs du monde, et il nous a montré pourquoi. Et donc, bon, c'était un bon petit match, et bien évidemment, apparition de Solo Sikoa à la fin du match, qui fait perdre le match à Seth Rollins. En fait, franchement, maintenant, essayons de prévoir le booking, hein, quand même. Je pense que le dernier segment qu'on verra avant Survivor Series, ça sera un plan où Seth Rollins et Roman Reigns se serreront la main pour terminer sur une image forte. Sur une image forte la veille de Survivor Series, quasiment, je pense, où on verra Seth Rollins et Roman Reigns qui se serrent la main en accord dans le ring pour officialiser leur alliance, leur pacte. Peut-être même avec, dans le background, Paul Heyman, pour avoir vraiment une image très forte et créer un enjeu de ouf pour le War Games de Survivor Series qui... au final, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et Survivor Series, bien évidemment, avoir sûrement le retour de The Rock d'une façon ou d'une autre, qui lancera vraiment maintenant le chemin vers WrestleMania. Oh oui. Donc voilà, on terminera sur une image forte, et contrairement à l'image qui n'était pas très forte, mais parce que prévisible, de ce Monday Night Raw, où on voit tout simplement Bronson Reed avec Solo Sikoa qui sont au-dessus de Seth Rollins. Pareil, une histoire qui n'a pas vraiment de profondeur, mais c'est comme ça. C'était un Raw qui a brillé plutôt par ses matchs que par la construction de ses storylines, mais c'est aussi un Raw qui nous fait continuer à avancer vers Survivor Series War Games, qui sera, je pense, un pay-per-view où l'enjeu des matchs, enfin l'implication émotionnelle des gens dans les matchs ne sera pas vraiment très forte, mais les matchs par contre je pense qu'ils vont se rentrer dans la gueule. Oh oui, et on en fera la review sur TLR, oh oui, sur la chaîne Tom Laruffa, YouTube, je mélange les mots dans tous les sens. Pourquoi? Parce que maintenant j'essaie de retrouver le commentaire que j'ai sélectionné pour la semaine, mes amis. Donc c'est un commentaire de Jay White. Alors par rapport à une review à EW d'ailleurs, mais c'est pas grave, je sais pourquoi je l'ai pris, parce qu'il y a une petite raison, mes amis, vous allez voir. Donc, Jay White S7B. Tu me dis Super Dynamite dans la norme. Bon, ok, d'accord. Bon, allez, je passe direct à la question. Voilà, je me demandais si tu avais une promotion. Et que tu devais signer forcément, et que tu devais forcément signer quelqu'un entre Johnny Gargano ou Adam Cole, qui signerais-tu? Et en quoi le physique de Cole te dérange plus que celui de Darby Allin? Et j'adore Darby. Alors, déjà pour la première partie de ta question. Si je devais signer
entre Johnny Gargano et Adam Cole. Je pense très sincèrement que ce serait Adam Cole. Pourquoi? Parce que tu signes un catcheur en fonction de la thune qu'il va te rapporter. Et je pense très sincèrement que Adam Cole est un plus grand vendeur de merch et il a plus grosse quand même connexion avec plus de fans que Johnny Gargano. Et parce qu'au final, Adam Cole, au micro, ça va, ça peut passer. Si ce gars faisait un boulot sur son physique, si ce gars investissait dans ses tenues, enfin qu'il avait vraiment le look d'une star, parce que même les fans maintenant sur internet disent le mec il ressemble à un vieil homme, ben en fait il pourrait vraiment bien marcher. Alors je dis pas qu'il marche pas, parce que bon c'est sûr quand t'as le booking et un gros contrat derrière et que tu catches à la AEW et qui te laisse battre à Aleister Black, oui bien sûr, heureusement que tu marches un putain, parce que si tu marchais pas là-dessus, ben tu devrais arrêter le catch. Hein. Et en tout cas commencer la muscu ou recommencer. Mais voilà, non, le débat n'a même pas lieu d'être, étant donné que Adam Cole rapportera toujours plus d'argent que Johnny Gargano, qui au micro est inexistant, charismatiquement niveau look pareil, il n'y a pas vraiment grand chose. Et alors oui, dans le ring il peut catcher, mais encore heureux, déjà le mec il est signé à la WWE. Si le mec est signé à la WWE qui mesure 1m70 et qui pèse 70 kg, le mec qui sait pas catcher, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. Hein. Donc en fait, il y a limite aucun mérite à catcher comme Johnny Gargano dans la position dans laquelle il est. C'est même littéralement obligatoire qu'il puisse catcher. C'est fou. Voilà, bon, enfin bref. Calmons-nous, mes amis. Non, voilà, ouais. Adam Cole entre les deux, largement. Ensuite, deuxième partie de question. En quoi le physique de Cole te dérange plus que celui de Darby Allin? Ça, j'avais déjà répondu. J'avais déjà répondu dans une question où je disais tout simplement, je vais faire un gros résumé, que le style de Darby Allin, ou par exemple le style de Mike Bailey aussi, qui n'est pas... un petit coup de chaise dans la table. Le physique de Mike Bailey n'est pas énorme, mais son style de catch, tout comme celui de Darby Allin, est adapté à son physique et à son look, contrairement à celui d'Adam Cole et à celui de Johnny Gargano, ou celui de Pete Dunne, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, de Pierre Dunne, que les mecs, ils sont plus petits que moi, ils sont plus légers que moi, et ils essayent de soulever des mecs qui se font 2 fois leur poids. Moi, jamais je ferais ça, déjà parce que je vous l'ai dit, je suis paresseux dans le ring, mais j'aime pas soulever les gars, je déteste soulever les gars. Et deuxièmement, c'est pas crédible, quand t'es pas un big guy, tu vas pas commencer à faire des standing souplesses sur Sheamus. Mais eux, ces gars-là, ils catchent comme ça. Et ça prouve que alors deux choses, soit ils savent pas catcher, mais je pense pas que c'est ça, c'est surtout ils veulent se mettre over. Et ça, il y a rien de pire. Il y a rien de pire que des catcheurs qui ont la grosse tête, mais la grosse tête en mode, ils comprennent pas que... En fait, c'est comme si vous êtes dans un film, on vous donne un rôle, on vous donne des répliques, entre guillemets, adaptées à votre look et à votre personnage, et vous allez essayer de surbriller par rapport au vrai héros de l'histoire. Ou à l'histoire tout court. Et ça, c'est de la MERDE. Parce qu'il faut connaître sa place, et comme disait... une personne qui, j'espère, va revenir à Survivor Series, et il me tarde de faire des reviews quand il sera revenu, une personne qui s'appelait The Rock, Dwayne Johnson, il disait « Know your role and shut your mouth ». Connais ton rôle, ferme ta bouche, mais plus simplement, reste à ta place et ferme-la. Oh oui, est-ce que ça va être le nom de cette vidéo? Je pense bien, ça va avoir aucun rapport avec la review, mais le nom de cette review sera « Reste à ta place et ferme-la ». Oh oui, j'allais dire know your role, sache ton rôle et ferme ta bouche, mais non, c'est mieux, reste à ta place et ferme-la. Oh oui, mes amis, c'était la TLR Reviews de Raw. Mais demain, on se voit pour la TLR Review de NXT, TNA, SmackDown et je vous l'ai dit, normalement, la TLR Stories qui, je pense, alors, ça va être chaud pour mercredi parce que je veux vraiment faire un beau montage pour cette vidéo, mais très certainement, ça sera dimanche. Croisons les doigts que les énergies soient avec nous, mes amis. Oh oui, dimanche, TLR Stories numéro 3, toutes mes interactions en personne avec Vincent Kennedy McMahon. Oh oui, mes amis, gardez la foi, gardez le bel esprit, gardez les vibrations hautes, et on se voit demain pour WWE NXT. Aou.